Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ensemble pour presque 2 heures de talk show sur cette antenne, mais aussi sur nos antennes régionales et sur nos médias partenaires à Kindia. Vous nous écoutez là sur Kaniazik, notre média partenaire du côté de la Guinée forestière, c'est sur 99.7, la même fréquence à Bokeh dans le nord, mais aussi dans le Fouta du côté de l'Abbé. Merci aussi de nous suivre à la radio du côté de Cancan sur 99 modulation des fréquences. Vous êtes à l'étranger, vous nous écoutez via notre site internet www.espacefmguinée.info. À la une, cette question que se pose toujours plus d'un Guinéen: de quoi retourne le contrat de concession d'une partie du port autonome de Conakry signé par l'État guinéen en faveur de la société turque Albarek? Il faut le dire, depuis sa signature en août 2018, ce contrat fait l'objet de commentaires nourris dans l'opinion, mais aussi et surtout de contestations et de frondes de la part d'une frange des travailleurs de ce port. Après une période d'accalmie, ces travailleurs, appuyés par leur collège syndical amené par son brillant secrétaire général Cheikh Touré, qui a rejoint, il faut le rappeler, entre-temps l'hémicycle, mais qui refuse d'abdiquer. Ces travailleurs, dis-je, sont revenus à la charge ces derniers jours et dénoncent toujours avec vigueur les conditions et le contenu du dit contrat signé donc en faveur d'Albarak. Question ce matin: que répond la direction du port autonome de Conakry et que contient ce contrat? Quel avantage attendu pour la Guinée, mais plus particulièrement pour le port autonome de Conakry? Entre autres questions que nous nous posons ce vendredi dans cette émission. Notre invité, M. Ousmane Savané, il est directeur commercial et exploitation du port autonome de Conakry. Vous allez l'entendre chez nous ce matin. Pêche à faire Porto Mayor du nom d'un navire battant pavillon espagnol qui aurait été libéré sans payer d'amende. Le navire, comme d'autres chalutiers, une dizaine apprend-on, ont été arraisonnés récemment pour activité de pêche illicite ou pour activité de pêche avancée dans des zones réservées à de la pêche artisanale. Que s'est-il passé dans cette affaire et qui a fait libérer Porto Mayor sans paiement d'amende? On essaie de comprendre ce matin avec notre invité par téléphone, qui n'est autre que le colonel Mfamara Diomandé. Il est préfet maritime, et à sa suite, M. Aboubakar Kaba-Jolicoeur, président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche artisanale de Guinée. Ils seront tous au téléphone dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Bassekou, bonjour. Bonjour, le rédacteur en chef. Bonjour, Madame Sow. Ah, pas d'énergie ce matin. Oh, pas d'énergie ce matin. Ce sont les bas. Les bas. Ça tire en longueur le mois et c'est pas bon pour les bas. Bonjour à vous, Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Problème de micro. Bonjour Antoine Kikbafouri. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bien. Bonjour surtout au nouveau ministre de la Justice, Mamadou Lamine Fofana, qui, comme par hasard, a pu, en l'espace de 5 ans, c'est-à-dire de 49 date de naissance à 54, a pu obtenir son brevet d'études du premier cycle, le BEPC. Et aujourd'hui, ça fait polémique parce que ça a été mis sur la place publique. Je ne comprends pas pourquoi ceux-là qui communiquent au nom du ministre de la Justice peuvent mettre sur la place publique son CV sans prendre le temps de bien le vérifier. Parce que, à en croire ce qui a été vu sur la toile et ou sur son CV, on comprend largement qu'il y a du faux qui a été fait. On ne peut pas mettre à Kouroussa en 1949, avoir son brevet d'études en 54. Je ne sais pas si un enfant ou encore si à cet âge, il y a possibilité de faire cet exploit-là. En 5 ans, même un surdoué, c'est pas possible. Avoir le brevet d'études à 5 ans, je ne crois pas du tout. Et à ce niveau-là, j'estime qu'il est important qu'on ait des explications. C'est une méprise. Non, pas de méprise. Il faut qu'on nous dise clairement ce qu'il en est. Je pense qu'ils se sont trompés. Ils sont juste trompés. C'est une erreur qu'il la rectifie. Parce qu'en publiant le CV d'un cadre de la trempe. Ils sont juste trompés en non, je ne mets pas cela sur le compte de la tromperie ou bien sûr. À ce niveau,
il fallait vérifier avant de publier. Quand on vérifie le CV d'un nouveau ministre, il faut qu'on se dise que des gens vont lire. Et quand on va lire, on va déceler des failles. Et à ce niveau-là, j'estime que ceux-là qui l'ont publié, si ils n'ont pas pris le soin de vérifier, à ce niveau, ils ont commis une grosse bourde. Le ministre ne peut pas obtenir son brevet d'études à 5 ans, ce n'est pas possible. C'est important qu'on nous dise clairement quand est-ce qu'il a obtenu ce brevet d'études là, il faut qu'on le sache. L'autre constat que j'ai fait, c'est que le nouveau ministre, il avait l'air d'être pressé pour occuper ce poste. Parce que le jour où il a été nommé à ce poste-là, il a déjà commencé à définir les grands défis qui l'attendent et ce qu'il compte faire au sein du département. Mais j'aurais compris qu'il aurait dû être au moins surpris de sa nomination. Mais on regarde... Non mais attendez, Cheikh Sako a démissionné. Donc on regarde... Du temps imparti qui était assez réduit, ça m'a surpris que le nouveau ministre sache déjà ce qu'il a à faire au sein du département. Mais il a dit que c'est un retour à la maison. Il a été à la pointe. Il a été à la pointe. On a comme selon lui du combat pour la réforme du secteur de la justice. Antoine, ce qu'on va faire, moi je vais vous ramener à la conférence du Premier ministre Kassori Fofana. Hier on a évoqué le volet politique. Ce matin, on va s'intéresser à deux pans de la communication du Premier ministre, cette fois-ci sur les questions économiques, parce qu'il s'agissait notamment de bilan de son gouvernement depuis un an que ce gouvernement est aux affaires. On va s'intéresser au volet lutte contre la corruption et que le Premier ministre Kassori Fofana qui utilise la carte de la prudence. Je propose de le réécouter. Des cas qui ont été réprimés, vous soumettez à la justice pour que les accusés usent de tous leurs droits pour donner les preuves que les accusations sont fausses et défendre leur cas. Et la justice, conformément à nos lois, tire la conséquence du jugement, en termes de jugement arabe. Donc le processus est lent, mais il est sans appel, on y arrive petit à petit, pour éviter de faire des erreurs et des excès. Vous savez, cette lutte, je l'ai menée en 96-2000. J'y ai laissé ma peau. Alors j'irai doucement. Les grandes gueules. Le Premier ministre Kassori, donc, qui joue la carte de la prudence. On vient de l'entendre, Basekou. Il rappelle qu'il a mené cette lutte entre 96 et 2000 et qu'il a laissé sa peau. Donc, pour cette fois-ci, donc, il s'est brûlé les ailes une première fois. Donc, il va doucement. Non. Ouais. En fait, moi, je n'appelle pas ça de la prudence. La lutte que le Premier ministre est en train de mener dans le cadre de la corruption, moi, j'appelle ça une lutte sélective. Parce que vous savez très bien que pendant que le DG de l'ancien patron de l'EGP a été reconnu coupable de malversation financière et a été condamné par la justice dans ce dossier, vous le savez, et pendant ce temps, il y a... Pendant qu'il croupit en prison. Oui, pendant qu'il croupit en prison, vous avez le DG de la Lonagui. Jusqu'à présent, le dossier est en train de traîner, vous le savez très bien. Comme l'agent judiciaire de l'État a fait une sortie ici pour dire qu'on donne le temps à la personne donc, qui est directement citée dans cette affaire, donc de produire les preuves, en tout cas des infractions qui lui sont reprochées. Et donc moi je pense que la lutte qu'on est en train de mener, si on veut véritablement... De son innocence. Oui, mais si on veut... Pourquoi on n'a pas accordé le même crédit, de mon point de vue, à Paul Moussa Diawara? Et puis vous avez aussi le cas aussi du patron aussi de l'office guinéen des chargeurs également, qui était dans la même procédure, mais après qui a été, je crois bien, libéré. Je pense pour véritablement réussir cette lutte-là ici, le Premier ministre chef du gouvernement doit traiter tous les dossiers au même pied d'égalité. Il y a des régies financières aujourd'hui, notamment la Direction nationale des impôts, ou encore, comment on appelle, la Direction générale des douanes, l'autre régie financière, l'ARPT aujourd'hui. Les Guinéens se posent beaucoup de questions sur les montants qui sont gérés par ces régies financières. Des audits ont été annoncés. Vous le savez, on a dit que des audits ont été menés. Mais quels sont les résultats aujourd'hui de ces audits-là? Nous les attendons à Boubacar Diallo. Il faut que tous ces... comment on appelle, toutes ces structures-là
puisse aujourd'hui s'expliquer, qu'on dise concrètement qu'est-ce qui a été fait de l'argent. Parce qu'il y a de l'argent aujourd'hui qu'on a utilisé quand même pour aller battre campagne dans les différentes préfectures de l'intérieur du pays, notamment en Basse-Côte ici, pour appeler les populations à adhérer au projet de nouvelle constitution. Dites-nous où on a enlevé ce montant, et on a vu des patrons de régie financière dans ces campagnes-là, ici à l'intérieur du pays. Donc on nous dit clairement qu'est-ce qui a été fait de tout ça. Pour le moment, c'est un pas qui a été franchi, parce que quand même, il y a une volonté quand même manifeste du Premier ministre, mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a d'autres régies financières qui doivent s'expliquer par rapport à leur gestion. Merci Bassirou. Allez-y Madame Sow. Bon, moi je ne dirais pas que le cas Paul Moussa Diawara n'est pas un pas de franchi, parce que on ne pourrait pas dire que tout a été rose dans cette gestion, mais il y a quand même des questions qu'on se pose par rapport à la condamnation de Paul Moussa Diawara. Beaucoup s'interrogent sur le plan politique, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Beaucoup parlent d'acharnement, même si tout n'a pas été rose dans la gestion. Voilà pourquoi d'aucuns estiment qu'on a précipité cette procédure, on l'a jugé et on l'a mis quelque part au frais, parce que certainement il dérangerait quelque part. À part ça, moi je me demande ce qui est en train d'être fait réellement. On a cité les cas, je ne vais pas revenir sur les cas cités par Bassekou. Pourquoi ces procédures ne sont pas aussi précipitées que la première? Je veux parler de celle de Paul Moussa Diawara. En plus, il a parlé de tellement de choses par rapport à toutes ces campagnes qui sont l'utilisation des biens publics, des biens de l'État pour aller battre campagne pour cette, comment on appelle, cette volonté cette velléité de modification constitutionnelle. On a vu des gens à l'intérieur du pays, on a eu des échos notamment à Pita, notamment à Kindia, on a vu à Fria. Ces gens-là, cet argent-là, où est-ce qu'on l'a pris? Est-ce que ces personnes ont pris dans leur poche? C'est quand même des commis de l'État qui sont partis à l'intérieur du pays pour battre campagne en utilisant des VA. Les VA sont des véhicules de service qui appartiennent, c'est des biens publics en quelque sorte. Ouais. Ça, c'est utiliser les biens de l'État pour aller faire quelque chose qui n'est pas... C'est pas normal. On l'a dénoncé à chaque fois. On a dénoncé normalement cette neutralité des membres du gouvernement par rapport à certaines actions. Cela existe et ça se fait au vu et au su de tout le monde. Au vu et au su du Premier ministre qui est en train de dire que oui, on a franchi un pas, on y arrive petit à petit. Je pense qu'on n'y arrive pas. On en parle au quotidien. Par exemple, ce cas de pêche dont on va parler. Des bateaux qu'on arraisonne, l'argent est versé. Quelquefois, l'argent n'est même pas versé. On ne sait pas où va l'argent. Les navires. On libère les navires. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce pays que je me dis qu'il y a un gros boulot à battre, un gros travail à battre, il y a du chemin à faire. En fait, faire de l'hypocrisie dans ce sens-là, ça n'aide pas le pays à avancer. C'est la preuve que aujourd'hui, malgré toutes les richesses que le pays a, les richesses minières, le Guinéen ne ressent pas cette avancée dont on parle. Et pourtant, tant que le Guinéen ne ressent pas cette avancée, dans le panier de la ménagère, on ne parlera pas de développement. Le développement passe forcément par le mieux-être du citoyen à la base. Tant que ce mieux-être-là n'est pas ressenti, on ne parlera pas d'avancée. Moi, je pense qu'il y a du chemin, il y a encore un long chemin à parcourir dans ce domaine. Bien, allez-y Jacques. Alors la corruption, il l'a dit quand il prenait fonction que c'était une priorité, qu'il allait faire de manière à ce que finalement qu'il y ait qu'il y ait une véritable dissuasion, que les gens ne continuent pas si vous voulez, à détourner de l'argent et à progresser dans tout ce qui a mis la Guinée en arrière jusqu'ici. Mais moi, honnêtement, ce que j'observe, il y a eu un choix qui a été fait, c'est-à-dire que à travers les deux actes qui ont fait l'objet de condamnation, le Premier ministre s'est probablement dit que les autres vont avoir peur. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ceux qui sont les protégés du Premier ministre continue à ne pas être inquiété. Quel protégé? Pourtant, disons, il y a toujours des protégés de quelqu'un. Ben donc, non, je ne crois pas. Aux impôts, par exemple. Aux impôts, par exemple. J'ai toujours dit. Mais non. Mais non. Mais non, alors. Pourquoi il n'y a pas d'audit? Je vais vous dire. Non, mais s'il était se protéger. Non, mais on va débattre concrètement. S'il était de se protéger et qu'il ne voulait pas du tout mener d'audit au niveau des impôts, il n'aurait pas cité les impôts, la direction nationale des impôts, dans la liste des 8 régies financières qu'il a transmise au vérificateur général. Non, mais attendez, quand même, c'est du concret là. Mais quand même, soyez informés, vous savez ce qui s'est passé quand même.
vous savez ce qui s'est passé. Il y a une... On a traité avec célérité le dossier de l'OGP. Vous ne pouvez pas faire comme si vous n'êtes pas informé quand même. Vous savez comment ce qui s'est passé. Mais on a posé le pied sur la lettre du Premier ministre, aussi bien au niveau de l'inspection d'État qu'au niveau politique. Mais vous devez être au courant quand même, cher ami. Ça, vous ne pouvez pas nous dire on a posé les pieds sur le dossier. Qui a posé le pied? Qui a posé le pied? Vous savez, vous savez, il doit le faire savoir. Mais dis-nous, c'est qui? C'est le Dans ce cas, qu'il prenne ses responsabilités. Qu'il prenne ses responsabilités. Attendez. Oui. Qu'il prenne ses responsabilités. Il dit qu'il est venu pour éradiquer ce phénomène qui gangrène notre société. Il ne faudrait pas qu'il parte avec un seul dossier et qu'il nous dise que les autres, on a mis le pied dessus. Attendez, si on a mis le pied dessus, qu'ils le disent ouvertement, qu'ils nous disent que oui, on y arrive, mais il y a ceci, il y a tel ou tel problème. Il ne faut pas qu'une entité, comme on appelle, fasse une mise à tout le pays et qu'on fasse de la langue de bois pour dire non, on avance, mais il ne l'a pas dit à Boubacar, vous ne pouvez pas être son porte-parole ici. Je ne suis pas son porte-parole. Non, mais quand vous dites que c'est le RPG je suis un journaliste enquêteur. Je sais ce qui se passe. De toute façon, il ne l'a pas dit officiellement. Donc, pour nous qui observons, c'est que la Direction nationale des impôts est privilégiée dans ce cas. Si vous dites, parce qu'on est en train de débattre, je pose des questions. Si vous dites que la Direction des impôts, le responsable de cette régie est un protégé du Premier ministre, vous direz autant alors de la SGP, de la Naval, de la Direction générale des douanes, du fonds. Attendez quand même, le Premier ministre a transmis une liste de 8 régies. Vous direz autant donc de tous les responsables de 8 régies. Pourquoi ce n'est pas accéléré? Mais non, si ce n'est pas accéléré, vous voulez me dire que dire que pour l'OGP et pour l'OGC c'est plus grave. Je vais te dire. C'est-à-dire la plus grande corruption c'est à l'OGP et à l'OGC. Nous parlons d'une seconde fournée de régie financière. Sur lesquels le Premier ministre a souhaité. Attendez quand même les gars, il faut qu'on se comprenne. Ne faites pas le débat avec émotion s'il vous plaît. Allez-y. Ça traîne. Soyez d'accord que ça traîne. Ça traîne pas pour une seule entité. Vous êtes d'accord avec moi? Et la grande corruption, les grands dossiers de corruption ne se résument pas à l'OGP et à l'OGC. Bien. Ça, il faut alors si ça traîne pour le fonds de l'environnement, ça traîne pour la Naval, ça traîne pour l'ANAïM, ça traîne... Oui, justement. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle des impôts? Non, je veux pas que vous dites... C'est pas... Chacun paye les gens payent des impôts. Bien. Donc on a besoin de savoir comment est-ce que notre argent est géré. Je vous laisse couler. On ne dit pas que le directeur national des impôts est coupable de quoi que ce soit. Mais on veut savoir si l'argent perçu, comment on appelle ça, auprès des citoyens est bien géré. Ça, c'est la moindre des choses. Un audit doit nous permettre d'avoir ce genre d'informations. Et le fait de dire, bon, il y a eu des dossiers qui ont été transmis, on a mis le pied dessus. Depuis lors, aucune information ne sort, que ce soit pour la direction des impôts, j'insiste encore, et pour les autres que vous citez, je crois qu'il y a de la lenteur. Bien. Et pour un Premier ministre qui veut en faire, si vous voulez, une priorité, la lutte contre la corruption, une priorité, il doit accélérer pour assurer, et surtout pour mettre un terme à tout ce qu'on dit actuellement. Paul Moussa Diawara est l'objet si vous voulez, de conflits politiques. Donc il est une victime d'un conflit politique. Je crois que ça devrait être bien dit. Maintenant, pour autre chose, je crois qu'il a semblé dire aussi que toute la procédure judiciaire est bouclée, c'est-à-dire au niveau de l'OGP, pour le directeur de l'OGP. C'est bien qu'il y a eu un jugement en première instance. Mais il y a un appel. Ouais. Et il y a eu un appel qui a été fait. Il y a eu même demande de mise en liberté provisoire, c'est qu'il n'a pas obtenu jusqu'ici. Je crois qu'il faut quand même se dire que ce n'est pas encore terminé. Et il faut continuer à travailler. Bien, Jacques. Allez-y, Antoine. Ce qui m'a surpris au cours de cette conférence, notamment par rapport aux questions de lutte contre la corruption, on a posé la question à Kassori de savoir quelles sont les retombées qui ont été obtenues de cette lutte contre la corruption depuis son arrivée. Mais tenez-vous bien, Bakar Diallo, Kassori a dit ouvertement que c'est une question presque impossible à répondre. Parce qu'il ne peut pas dire combien ont été obtenus de la lutte contre la corruption. On a épinglé, selon eux, des responsables de régie financière, notamment Paul Moussa Diawara et Sekou Kamara, ainsi que celui de la RPT. On aurait dû au moins savoir... L'Onagui. La Lonagui. On devait être en mesure de savoir
La Lonagui, mais à quoi? On devait être en mesure de savoir. On devait être en mesure de savoir pour ces 2 cas seulement combien on a pu au moins retourner dans les caisses de l'État. Parce que la justice a sommé à Paul Moussa Diawara de rembourser les montants pris. Et également à Sékou Camara de les rembourser. Mais il était en train de vous dire qu'il y a eu appel. Il y a eu cet appel. Mais on doit au moins savoir combien sont retournés dans les caisses de l'État. Ce n'est pas possible pour le moment. Ce n'est pas terminé, Antoine. L'autre constat que je fais, c'est que pour le cas Paul Moussa Diawara et Sékou Camara, ce n'est pas l'œuvre de Kassori Fofana, je suis désolé. C'est l'œuvre de Mamadou Youla. Qu'on le dise ouvertement, Kassori, depuis son arrivée, n'a réussi qu'à épingler une seule personne. Vous oubliez que l'État, c'est la continuité. Attendez. L'État, c'est la continuité, Antoine. C'est certes la continuité, mais il a trouvé le dossier sur sa table qui était déjà réglé. Il l'a réglé, il l'a trouvé sur sa table. Pourquoi lui, n'a pas instruit qu'il soit dégommé? Kassori n'a fait que parachever. Kassori n'a fait que parachever. Kassori n'a fait que parachever, c'est déjà cela. C'est de l'action, c'est de l'action gouvernementale. Le seul cas que je retiens, que Kassori a pu mettre en évidence, c'est le cas de la Lonagui. Mais c'est juste que là, c'est pas encore terminé. C'est le seul cas qui a été révélé, mais qui n'a pas été poursuivi. Et donc, je résume en disant que depuis son arrivée, en une année, je n'ai pas vu de lutte concrète contre la corruption. Bien. Alors qu'à sa prise de fonction, Kassori avait dit ouvertement qu'il en ferait son cheval de bataille. Mais sauf que dans les faits, ce n'est pas ce qui se fait. Alors, lorsqu'il dit, à la chute de ton propos de tout à l'heure, quand il dit qu'il fait doucement parce qu'il a été, parce qu'il a laissé sa peau lorsqu'il était aux affaires en 96 jusqu'en 2000, mais c'est un faux débat, c'est un faux propos qui pour moi ne passe pas du tout. Bien. On ne peut pas dire que parce qu'on a été loin et qu'on y a laissé sa peau en 96, qu'on n'en ferait pas autant lorsqu'on est en 2019, alors qu'il y a certains qui ont été épinglés qui sont en prison. Bien. C'est important. Il fallait pas vous mettre. C'est juste, c'est important qu'il aille jusqu'au bout. Et donc, si il n'y a pas de résultat. Merci. Allez-y, Jacques. Tamba, bonjour. Bonjour. Bien, on t'a sorti de ton sommeil. Ouais. Absolument. Moi, je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Je pense qu'il n'y a jamais de lutte contre la corruption en Guinée. Ça, c'est mon avis. Si on voulait combattre la corruption, qui de ces cadres, des premiers, sous l'ancien Conté, à maintenant, serait encore resté dans son salon? Moi, je ne pense pas qu'un seul de ces cadres, je ne veux pas aller dans l'exagération, je ne vais pas dans la généralisation souvent, mais tous ceux qui ont dirigé, par exemple, un département en Guinée, tous ceux qui ont dirigé... Il n'y a pas de gestion 100% saine. Je ne pense pas qu'on en ait eu. Pas nécessairement parce que les gens sont de mauvaise foi, non. Mais parce que le système se prêtait à ça. Les grandes gueules. Parfois, vous n'en avez pas demandé, on vous en a apporté. Il y a ces cas de figure. Mais il y a aussi ceux-là qui, profitant d'un système déliquescent, se sont quand même enrichis. Voyez un peu les salaires guinéens. Et voyez le train de vie de tous ceux qui gouvernent. Des hauts cadres. Et les investissements. Mais ça ne va pas ensemble. Et donc je dis, si on veut vraiment combattre la corruption, c'est facile dans ce pays. C'est facile de vous saisir la main dans le sac ou même de pouvoir étayer ces choses-là. Je suis d'accord avec Antoine Kourma lorsqu'il dit que par rapport... Et moi, je ne dirais même pas ça parce que le cas de la Lonagui, regardez comment... excusez-moi, regardez comment ça traîne. Le cas de la Lonagui. Il y a cette enquête de l'inspection générale d'État. Ce rapport. Exactement. Mais également, c'est la Cour des comptes qui existe. Et dans chacun de ces rapports, le monsieur est quand même épinglé. Il y a une mauvaise gouvernance qui est quand même, pointée, qui est pointée du doigt du côté de la Lonagui. Mais on attend quoi? Et puis voyez un peu le degré des sanctions qui a tout ça. Voyez Sékou Camara du CGC aujourd'hui. Alors, lui, on dit, ouais, tu as volé, tu en as pris, mais bon, voilà, voici comment on va te sanctionner. Et puis, on ajoute un peu de sursis. Tu as été négligent. Voyez, on a dit, tu as été négligent. Ouais. Depuis combien d'années on était en train de pointer du doigt? On dit, non, le monsieur a été négligent. Mais voyez un peu comment notre justice est en train de fonctionner. Si on veut vraiment travailler, c'est pas comme ça. Et puis, Paul Moussa Diawara, le pauvre, le malheureux, lui, on l'attrape. Et puis, on dit, bon, toi, quand même, en plus d'avoir pris de notre argent, il y avait une dose d'insolence dedans. Hein? Donc, on va te mettre dedans. On le loge là-bas. Et puis, vous voyez comment ça se gère. En fait, lui, c'est pas d'avoir pris.
qu'on lui reproche. Je pense que ce qu'on lui reproche, c'est de s'être un peu trop ragaillardi de ces avoirs-là. Je pense que c'est finalement ça. Bien. Mais quand vous volez en toute discrétion, dans ce pays, vous volez en toute discrétion, vous partagez en discrétion, vous-même vous vivez... Se faisant tout discret. Exactement. Petit, tout respectueux. Parce que les cas guinéens aiment bien ça. Obséquieux même, à la Exact. limite. Ouais. Alors vous prenez, mais vous rencontrez le ministre, vous le saluez. Bonjour, bonjour Excellence, en touchant des mains comme ça. Vous voyez le Premier ministre, vous vous courbez. Bonjour Excellence, Suprême Premier ministre. Vous saluez. Vous, on ne va pas vous toucher. Mais après, quand on vous prend dans ça, ça devient un Et puis vous déposez de temps à autre des petits colis. Et donc, je vais vous dire, moi à la fin, depuis 2010, j'observe cette gouvernance-là. Mon seul espoir, c'est il ne reste plus qu'une année et demie. Ça n'a qu'à finir. On va passer à autre chose. On s'intéressait à l'autre pan de la communication du Premier ministre, toujours dans le volet économique. On s'intéresse à EDG. Là-dessus, le Premier ministre a annoncé que plus de 2000 milliards ont été investis entre 2018 et 2019 sur EDG en termes de subventions. Et il estime que cela devrait cesser.